Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en ce moment, vous l'avez vu aussi peut-être, il se tient à la mairie une enquête publique dont l'enjeu, en fait, est de pouvoir achever les travaux aux étangs, en particulier finir de consolider le barrage aval auquel il manque un déversoir. Vous l'avez sans doute tous constaté. Donc, en fait, donc il y a une enquête à laquelle il est possible de contribuer pour donner son avis en fait sur le bien fondé de l'expropriation de Gecina pour pouvoir achever les travaux des barrages aux étangs et donc pouvoir que ces étangs puissent à nouveau être remplis et fonctionner correctement et offrir le cadre de promenade et paysager qu'on en attend tous. Donc, cette enquête se déroule donc sur 15 jours et une fois que le Centre des monuments nationaux sera propriétaire des 500 mètres carrés qui lui manquent pour construire le déversoir, eh bien, les travaux pourront être terminés et pour moi, c'est extrêmement important parce que on arrivera au terme de ce chantier qui nous a tous beaucoup occupés et beaucoup interrogés. Je précise que ces travaux ont été faits vraiment pour des raisons de sécurité. Qu'en 2016, on avait une fois de plus alerté l'État sur l'état de forte dégradation des digues, qui sont des digues en terre et qui étaient extrêmement friables, vulnérables. Et quand l'État enfin s'est déplacé pour prendre la mesure de la situation, ces représentants à ce moment-là se sont réellement inquiétés, ont pris la mesure du danger que potentiellement les habitants de Ville-d'Avray et de Sèvres pouvaient courir si ces barrages n'étaient pas très rapidement consolidés. Donc voilà, l'État a pris les mesures nécessaires et les travaux se sont déroulés. La première tranche entre 2019 et 2020 et la deuxième tranche qui aurait dû se dérouler entre 2020 et 2021, vous l'avez vu, elle s'est interrompue brutalement parce qu'il manquait une étape qui était la fin de la procédure, l'acquisition par le Centre des monuments nationaux de la parcelle qui appartenait à Gecina. Je précise aussi que ce déversoir est absolument indispensable à la fin des travaux parce que le déversoir est un complément indispensable à un barrage et c'est le pilier sur lequel qui permet de consolider le barrage. Alors, une fois que ces travaux seront réalisés, il y aura deux principaux bénéfices. Le premier, qui est absolument majeur, qui est la suppression du risque de rupture des digues, des barrages, puisque c'était en fait ça le grand danger couru par les habitants, c'était que les digues très fragilisées par des années d'usure puissent s'effondrer et provoquer une inondation absolument dramatique. Donc, ce risque-là, il est supprimé. Bon, il est déjà supprimé aujourd'hui du fait que le niveau d'eau est maintenu assez bas. Et puis, l'autre avantage, c'est qu'on aura une bien meilleure connaissance du risque résiduel puisqu'il est maintenant géré, que les ouvrages d'évacuation de l'eau des étangs sont restaurés et que de façon générale, le risque résiduel est un risque qui concerne en réalité la ville et toutes les villes, et pas seulement en Ville-d'Avray. Il n'est pas spécifiquement lié aux étangs, ce risque-là, c'est le risque de pluie et d'inondation que pourraient provoquer des pluies extrêmement intenses. Et donc, on aura une meilleure connaissance aussi de ce risque de pluie. Donc, vous pouvez aller voir le dossier de l'enquête publique, vous pouvez y contribuer si vous le souhaitez, et vous pouvez le télécharger sur le site de la préfecture et vous verrez aussi, si ça vous intéresse, l'étude d'incidence qui a été réalisée par sous maîtrise d'ouvrage du Centre des monuments nationaux sur l'impact des travaux sur la résidence de la Ronce en particulier. Et ce qu'on voit, c'est que
En tout cas, le déversoir et les travaux réduisent considérablement le risque et il est évident, en tout cas, il n'en crée pas de supplémentaires. Voilà sur les étangs. C'est un sujet important et voilà, moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que ces travaux puissent être achevés dans de bonnes conditions. Merci Aline. Un point d'étape sur le centre-ville. Oui, je voulais en parler, oui. C'est ça. Alors, excusez-moi, sur le centre-ville, je voulais aussi qu'on fasse un petit point d'étape. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas d'informations fracassantes, mais c'était important qu'on puisse vous dire où on en est aujourd'hui. Et évidemment, on vous tiendra informé au fur et à mesure des prochaines étapes. Donc, pour mémoire, le projet qui vous a été présenté il y a plus de 2 ans, qui était issu du concours Inventons la métropole du Grand Paris, a été redimensionné à l'issue des 2 phases de concertation, donc celle qu'il y a eu en 2019 et fin 2019, et puis celle qu'il y a eu par la plateforme en 2020. Donc à l'époque, il y avait 4 parcelles qui étaient concernées. Maintenant, il y en a plus que 2 qui sont des parcelles en fait déjà construites. Donc, qui sont celles de la Poste, et puis celle sur laquelle se trouve aujourd'hui la crèche Pradier, l'ancienne école Chanteclair. Les 2 autres, on les a pour l'instant laissés de côté. Donc, l'objectif que nous poursuivons, c'est toujours de répondre progressivement aux besoins d'amélioration de nos équipements, qui pour certains sont vétustes et pour d'autres n'existent pas. Donc, je pense en particulier, par exemple, au projet que nous avons d'un pôle santé. Et répondre à ce besoin d'améliorer nos équipements tout en, et ça c'est important, tout en maîtrisant le coût pour la ville. Donc, c'est du coup pour maîtriser ce coût financier que nous mobilisons pour une grande partie du foncier communal et que, par ailleurs, pour financer ces investissements, nous devons, au moins pour une part, faire recourir à de la promotion immobilière, parce que c'est la promotion immobilière aussi qui va permettre de réduire, voire de supprimer le coût de ces équipements pour la ville. Donc, c'est vraiment important que je le dise dans l'équation, parce qu'il n'y aura pas de projet d'équipement nouveau si on n'accepte pas de faire un petit peu de logement à côté. Donc, comme je vous l'ai dit, on a concentré le projet sur 2 parcelles qui sont donc déjà construites. Et aujourd'hui, compte tenu de ce nouveau dimensionnement, on est toujours en train de faire le tour de table de nos partenaires qui sont extrêmement nombreux pour parvenir à un projet équilibré et qui soit satisfaisant, donc qui réponde vraiment aux besoins de la ville et de ses habitants, et puis qui soit soutenable financièrement. Donc, ça paraît long, mais c'est assez normal parce qu'à chaque fois qu'on fait évoluer le projet, il y a des ajustements en cascade sur l'ensemble de ce que nous proposons. Et ça veut dire que chaque partenaire est à nouveau consulté pour savoir s'il nous suit toujours. Donc, pour mémoire, sur ce qui est central dans ce que nous avons retenu aussi à l'issue des 2 concertations, c'est d'abord parce qu'on n'est pas non plus épargné par la désertification médicale, c'est la constitution d'un pôle santé qui pourrait être sur la parcelle de la Poste, avec bien sûr toujours l'idée de maintenir une présence postale dans la ville. Et puis, l'autre chose, c'est que nous souhaitons que les personnes âgées de Ville d'Avray puissent rester dans leur ville avec le maximum d'autonomie. Et nous voulons donc créer une résidence pour elles en centre-ville, à l'emplacement de l'actuelle crèche Pradier. Et donc, on travaille étroitement sur ce projet avec le département, avec les services du département, pas seulement d'ailleurs sur l'aspect construction d'une résidence, mais plus généralement sur un projet d'accompagnement de l'autonomie à Ville d'Avray. Donc, c'est vraiment dans l'idée de répondre à des besoins démographiques qui sont importants et d'assurer la qualité de vie pour toutes les tranches d'âge et donc en particulier là en l'espèce pour les seniors qu'on travaille étroitement sur ce sujet, donc notamment avec Valérie Perrier et Elisabeth Franck de Préaumont qui pourront peut-être en dire 2 mots.
Et puis, de façon générale, ce que nous voulons aussi, c'est pouvoir offrir aux habitants des équipements accessibles aux personnes à mobilité réduite. Donc, c'est vraiment la mise en accessibilité de nos équipements qui est un enjeu. Et puis qu'également, le tout soit sobre au plan énergétique. Donc, tout ça, ça nous demande à la fois de rénover, c'est ce qui est le cas pour l'école Jean Rostand, pour l'école de la Ronce, pour le gymnase, et puis également de construire du neuf, et ça sera le cas, par exemple, pour une nouvelle crèche, en remplacement de la crèche Pradier. Donc, l'idée, c'est de préparer l'avenir, d'assurer une qualité de vie quotidienne meilleure pour tout le monde. Mais tout ça, ça se fait dans le temps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est toujours en train d'y travailler. Et donc, dès que nous aurons des éléments nouveaux, eh bien, nous reviendrons vers vous dès que ce sera vraiment tangible, avec toujours l'idée d'avoir des choses qui soient visuelles, c'est-à-dire maquettes, des plans, voilà, des choses, des images qui vous permettent de vous projeter. Donc, j'en ai fini pour le centre-ville. Je vais donner la parole c'est toi, Luc, qui va donner la parole à Jérôme, peut-être, qui va nous parler des travaux de voirie qui sont assez présents dans la ville en ce moment. Merci à tous et à plus tard. Merci, Aline. Oui, alors merci Luc, donc, tu m'as passé la parole. Donc à Jérôme Gacouin, notre premier adjoint. Ouais. Merci Luc, merci. Puis tout d'abord, veuillez m'excuser, mais je suis victime d'une fracture numérique, donc c'est avec un réseau 3G+ que je me connecte. Donc vous n'aurez pas la joie de partager mon image. Donc, je vais vous faire donc un point très vite, le plus complet possible sur un sujet qui évidemment est essentiel, c'est les travaux de voirie, car évidemment, et on le voit ces derniers jours, dès qu'on touche à la voirie à Ville-d'Avray, on est capable de générer des embouteillages absolument épouvantables. Donc, ces travaux ont notamment largement perturbé tout notre quotidien tout au long de ces derniers temps, bien que nous ayons souhaité avec Aline de Marcillac les limiter à partir de l'automne pour essayer de faire respirer nos commerçants en particulier, mais l'effet crise sanitaire et la déprogrammation et la reprogrammation et les décalages parfois s'enchevêtrent et évidemment, ce n'est pas forcément vivable pour tout le monde. En premier lieu, donc la rue de Saint-Cloud, dont le report est bien, lui, reprogrammé à janvier 2023 pour sa partie aérienne, donc nouvelle configuration avec une forte sécurisation de piétons et des mobilités. Donc là, pas de souci, sauf que vous l'avez vu, entre-temps, c'est aussi dans votre nouveau magazine, nous vous avons informé du fait que des malfaçons avaient existé sur les travaux qui avaient eu lieu dans la partie souterraine et donc de réseau, et que compte tenu des garanties qui sont nécessaires, que nous avons décidé d'activer dans le cadre de ces travaux, il fallait donc réparer ces tuyaux qui viennent d'être refaits et qui évidemment créent, et cette semaine c'est tout à fait visible, depuis 2 jours à 8 heures du matin, on a des vrais désordres de circulation que nous espérons enrayer peut-être même dès demain. Les équipes du chantier devraient nous mettre des hommes de circulation à la place de feux qui se révèlent pas forcément très efficaces. En second lieu, donc très vite aussi, on a essayé de caler sur les vacances scolaires un certain nombre de chantiers qui vont donc débuter. De l'enfouissement de réseau avenue Thierry, un réaménagement du parking, du petit parking face à Pradier, en épi, plutôt qu'en… Et là, c'était totalement prévu. Un parking qui est devenu nécessaire, et en particulier aussi pour les commerçants et l'auto-école. Un certain nombre de ces chantiers aussi débutent avec notamment le chantier des Vallières dans quelques jours, un peu moins d'une dizaine, qui sera fermé dans la journée de 8h à 17h, donc, et qui va nous imposer de détourner le bus 469. Et puis des chantiers qui viennent de finir. Certains d'entre vous prennent probablement la rue Corot, donc ils ont dû mesurer que le chantier, lui, qui avait été réalisé, s'était déroulé totalement dans les temps. Les retours des riverains sont a priori plutôt très positifs.
Donc, on est satisfait d'avoir réussi à le glisser entre deux sans générer, là, pour le coup, de congestion. Donc, affaire à suivre. Dans l'esprit qui nous habite, vous le savez que nous avons lancé des petites balades urbaines avec les riverains. Donc après Gambetta, après Pradier, après Sablières, nous avons, avant Noël, fait le haut de la rue Balzac. Une deuxième balade a été assurée il y a un peu moins de 10 jours avec quelques riverains pour s'assurer des objectifs des travaux que nous allions mettre en place. Donc, c'est des petits travaux, ils ne généreront pas de congestion, mais l'idée que nous caressons là, c'est aussi de faire vraiment de la dentelle, de la proximité avec tous les riverains pour que les rues s'apaisent. Et puis, on y retrouve une certaine sécurité dans des périodes où, évidemment, on est totalement sensible à ça. Un certain nombre d'automobilistes un peu énervés ne sont pas tout à fait convenables dans ces petites rues qui, je le rappelle, sont limitées à 20 ou à 30. Les riverains, d'ailleurs, de la rue Balzac nous ont demandé de tester l'interdiction de tourner à gauche telle qu'elle existe rue Pradier. C'est un sujet sur lequel nous ne nous sommes pas encore prononcés, mais s'il y a un test à faire, nous le ferons, là aussi pour continuer à sécuriser ces rues adjacentes à la rue de Saint-Cloud et dont le respect du 30 à l'heure et le volume de véhicules sont difficiles, vraiment très difficiles à tenir. En objectif de balade urbaine, il y a évidemment la rue Jouet-Lucot. On avait prévu de la faire plutôt début février. Je pense pouvoir dire que ça sera plutôt mi-mars. Maintenant, avec les vacances scolaires, ça paraît un peu compliqué. Et puis, le quartier Piscine et évidemment toutes les rues perpendiculaires aux étangs, pardon, qui, elles, là aussi, font l'objet d'un certain nombre de dysfonctionnements et dont les riverains ont à cœur de les améliorer. Donc voilà, c'était pour la voirie. Alors, peut-être que c'est aussi le moment de vous parler du chantier Gessina, parce qu'on a beaucoup de questions à propos de Gessina. Donc, vous le savez, ou en tout cas ceux qui n'y habitent pas, qui ne sont pas résidents, l'ont peut-être pas vu, mais au moment du début de cette phase très intense de travaux, nous avions, avec les services de la commune, les parents d'élèves et un certain nombre d'autres opérateurs et usagers et entreprises essayer de contenir ce chantier difficile pour tous les publics et évidemment pour les habitants. Ça avait donné lieu à un vrai bras de fer avec Gessina et l'instauration d'un rythme de réunion hebdomadaire particulièrement soutenu. Cette phase dite de terrassement est assez classique en fait. Il faut se rappeler qu'à chaque fois qu'on construit un immeuble quelque part, la phase peut-être la plus délicate est celle du terrassement et la traversée de la ville par des camions dont le tonnage excède largement ce qu'il est digne de supporter dans des petites villes comme la nôtre. Donc, avec le concours de tous, et véritablement de tous, y compris de riverains, on avait mené à bien, en tout cas, rétabli une certaine forme de quiétude. Ça n'enlève pas, au fond, la problématique qui, elle, a été soulevée par les habitants de la relation qu'ils avaient avec cette foncière Gessina, ce qui fait que, après un bras de fer particulièrement difficile, puisqu'on était en plus dans le contexte du terrassement, nous avions réussi à obtenir une réunion tripartite entre Gessina, la ville et les locataires. On ne peut pas estimer que cette réunion ait été très, très efficace, car chez Gessina, évidemment, malgré le bras de fer, ils avaient un peu freiné des quatre fers, là, pour le coup. Et la suite, c'est que peu à peu, l'association en particulier, L2R, qui gère la relation, en tout cas les remontées des locataires avec Gessina, aurait dû se régulariser. Il se trouve que ça n'a pas été véritablement le cas et nous y avons été très sensibilisés par cette association. Le changement de direction, un important changement de direction chez Gessina à l'automne dernier, a là aussi pesé dans l'interaction avec la ville, ce qui fait que nous n'avons pu rencontrer la nouvelle équipe qu'en ce début de janvier. Sur ces points, et en particulier pour la relation avec le nouveau management et
les habitants du quartier qui, on le rappelle, est essentiel dans la commune. C'est 3 000 habitants, c'est un tiers de la population. Nous souhaitons et nous avons acté avec Gessina qu'ils rétablissent une communication claire et à double sens avec les habitants. Ils nous ont promis lettres et réunions publiques, ce que nous attendons prochainement. Deuxième point, une tribune que vous verrez probablement dans le prochain VDA Info avec l'association des locataires et le soutien de cette association de toute l'énergie qui va être la nôtre pour faire entendre raison. Encore une fois, c'est un rapport bailleur-locataire, c'est compliqué pour une ville, mais en poussant l'association et en aidant l'association, je pense qu'on obtiendra des résultats. Donc voilà, on est sur tous les fronts sur ce chantier. Benoît Houlon vous parlera peut-être là d'un autre point qui est celui du commerce, car évidemment, ce domaine de la Ronce demain sera aussi un pôle économique, un pôle de vie avec de nombreux commerces, et je lui laisserai le soin de vous donner les informations concernant les relations qu'il a avec Gessina sur toutes ces activités. Merci à vous. Merci beaucoup, Jérôme. Nous allons passer maintenant à la partie 2. Donc, vous avez vu qu'il y avait eu beaucoup de projets, beaucoup d'investissements. Et donc, c'est important aussi qu'on partage gérer la situation de nos finances et la perspective. Et je vais laisser la parole pour cela à Thierry Chouffi. À toi, Thierry. Merci, Luc. Bonsoir à toutes et à tous. Bon, alors c'est une gageure de vous faire un cours de finances publiques en 10 minutes. Donc, c'est pas ce que je vais faire. Je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble de où nous sommes, ce que nous sommes aussi, et puis peut-être vous donner des orientations sur les années qui viennent et notamment l'année 2022, puisque nous sortons il y a quelques jours du débat d'orientation budgétaire qui avait justement pour but de poser un peu le regard, les fondements et puis ce que devait être la trajectoire de la ville au niveau de sa gestion budgétaire et de sa bonne gestion. Bon, je rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués aux finances publiques, un budget public, communal entre autres, mais pas que, et c'est valable sur toutes les fonctions étatiques, est composé d'une section de fonctionnement et d'une section d'investissement. Le budget de Ville d'Avray, c'est un budget de 24 millions. Vous avez en gros 16 millions pour le fonctionnement. Ce qu'on appelle fonctionnement, ce sont les dépenses courantes de la ville, c'est-à-dire ses personnels, la maintenance de ses équipements, je dirais les dépenses d'usage. Qui sont faites pour faire fonctionner la ville normalement. Et puis, vous avez un budget d'investissement qui, lui, correspond plutôt à des orientations que la ville prend et qui font donc partie du programme politique de la majorité autour d'investissements sur les bâtiments. Donc, vous les avez, par exemple, au niveau des établissements scolaires ou du gymnase en ce moment, qui sont donc des rénovations, qui sont donc des mises à niveau, qui sont donc des transformations, par exemple transformation énergétique, c'est un sujet qui est hautement d'actualité et qui donc amène là des investissements conséquents sur ces sujets, de manière à offrir à la fois, en tous les cas, maintenir une qualité de service pour l'ensemble des usagers et des citoyens de Ville d'Avray, voire même d'améliorer un certain nombre de points. Voilà un petit peu la composante. Donc, retenez simplement un budget de 24 millions. Comment se répartit ce budget? Effectivement, on peut passer au slide 2. Vous avez sur ce slide deux choses. Vous avez la répartition, en gros, des recettes qui se répartissent en deux catégories. Il y a celles que contrôle la ville, c'est-à-dire les taxes foncières et puis les recettes des usagers, quand vous allez à la piscine, quand vous utilisez les services de la ville. Ça, on voit à peu près et on maîtrise ces recettes. Et puis, il y a un certain nombre de recettes qui sont bien sûr dues à la ville, mais qui ne sont pas sous notre contrôle. C'est-à-dire, je vais notamment parler de la dotation globale de fonctionnement de l'État. Voilà une dotation globale que l'État nous doit, mais comme l'État fait du déficit, à un moment donné, il dit je ne peux plus vous payer ce que je vous dois. Et donc, par exemple, pour cette dotation globale de fonctionnement, nous avons un manque à gagner de 1 350 000 depuis 2014. C'est en gros entre 100 et 120 000 euros par an que l'État nous rogne par rapport à son engagement initial lié à sa situation en termes de déficit.
Bon, et ce sont donc des recettes que nous ne contrôlons pas et sur lesquelles nous devons prendre des hypothèses de calcul. Et vous verrez que ça pèse un petit peu sur la lecture moyen terme des finances de la ville et notamment à la fois cette absence de contrôle et cette absence de visibilité. Troisième élément que je porte à votre connaissance, ça c'est pour que vous ayez des points de repère, on peut peut-être avancer. Quand vous avez 100 € de dépenses de fonctionnement pour la ville, en gros, elles se répartissent comment? Bon, je ne vais pas vous faire l'exégèse ligne à ligne de ce tableau, mais en gros, vous voyez que la mairie, pour fonctionner, quand je dis pour fonctionner, ce sont ses services techniques, les moyens généraux, l'état civil, l'accueil, enfin tout ce qui fait le fonctionnement de la mairie et des services administratifs. Vous voyez que c'est à peu près 30% des dépenses de fonctionnement pour 100 €. Ensuite, vous avez un deuxième bloc, je dirais, qui se résume autour de nos jeunes, nos très jeunes ou nos jeunes, les crèches, le scolaire, le périscolaire. Dans le périscolaire, vous trouvez l'ex-amicale scolaire qui a été réinternalisé et qui donc là, vous avez en gros un deuxième bloc d'environ 30 €, donc de 30% des dépenses de fonctionnement de la ville qui sont autour de ces activités. Après, vous avez un certain nombre de sujets. Vous noterez que tout ce qui est lié aux associations, à la culture, représente de l'ordre de 12%. C'est un sujet important, la culture nous tient à cœur et les subventions nous tiennent à cœur puisque le modèle de la ville est posé sur un modèle participatif et bien sûr avec des associations sur des thématiques données, sur des sujets donnés, mais que nous voulons bien sûr soutenir et encourager. Et donc, c'est un modèle de gouvernance de la ville que nous assumons. Et puis la jeunesse et les sports qui représentent également un bloc important. Je précise que vous avez dans ces dépenses de fonctionnement, vous voyez apparaître une ligne, prélèvement extérieur, SRU, c'est la fameuse loi sur les logements sociaux. Donc, vous avez en gros 10 € qui sont là des dépenses que nous imposées ou en tous les cas qui sont ponctionnées sur le budget de la ville. Donc voilà, vous avez les grands équilibres de nos dépenses de fonctionnement. Tout ça m'amène à vous donner un peu une lecture sur la situation actuelle. Donc, je précise tout de suite, la situation de la commune, comme je l'ai dit l'année dernière et comme nous l'exprimons depuis 2 ans, est tout à fait saine. Donc, on n'a pas de situation d'endettement lourd, on est même plutôt bien. Mais nous devons tenir compte de perspectives qui sont un peu plus tendues et d'effets ciseaux. Alors, l'effet ciseaux, il vient d'où? Il vient du fait que les prélèvements extérieurs, donc tout ce qui est les péréquations, les pénalités SRU, je vous rappelle qu'elles proviennent, nous avons 597 logements sociaux à Ville-d'Avray et l'État nous en impose d'en construire dans un plan triennal, donc 3 ans, 680. Bon, évidemment, non seulement ce n'est pas forcément ce que nous ferons, mais ce n'est pas forcément ce que nous voulons, en tous les cas pas à cette vitesse, et vous voyez bien qu'il y a un manque de réalisme sur cette mesure, mais en tous les cas, ça pèse lourdement sur la fiscalité, puisque nous avons une pénalité de l'ordre de 370 000 € liée à la non-réalisation de ces logements, en tous les cas, dans le temps qui nous est imparti. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fait pas, mais on les fait au rythme auquel la ville se développe et puis dans un respect de l'équilibre sur les logements sociaux. Toujours est-il que ces prélèvements extérieurs ont augmenté de 691 000 € sur la période 2019-2021, alors que dans le même temps, les dépenses de la commune, c'est-à-dire celles qui sont à notre main, et c'est essentiellement autour des dépenses de personnel, c'est essentiellement n'ont augmenté que de 1%. Donc, je résumerai en disant que la ville est très bien gérée sur l'espace qui est le sien, et par contre, nous subissons des prélèvements extérieurs imposés par l'État ou imposés par ce que je viens de décrire, qui pèsent énormément sur la ville. Alors, le corollaire de ça, et c'est ce que j'appelle l'effet ciseau, c'est que nous avons des recettes de fonctionnement pérennes qui sont en diminution. La participation de la CAF a baissé, la DGF, je viens de vous expliquer, donc on perdait en gros 100 000 € par an, pour la faire courte, parce que l'État revoit sa position. Et toujours est-il que ces recettes pérennes sont les recettes sur lesquelles on peut s'appuyer. Alors, quand je parle de recettes pérennes, par exemple, les droits de mutation que vous connaissez probablement tous, qui sont les droits que vous payez quand un acquéreur paye quand il rejoint Ville-d'Avray et un logement sur Ville-d'Avray, ces droits de mutation ne sont pas des recettes pérennes. On a des années où on touche 900 000 € et puis on a des années où on touche 1,3 million. C'était le cas l'année dernière. Et évidemment, ce sont des recettes sur lesquelles nous sommes toujours très prudents
parce qu'il y a un effet de volatilité, puis un effet de marché, puis un effet de conjoncture, qui ne nous permet pas de considérer qu'on touchera un montant ferme sur une année. Donc, dans les prévisions budgétaires, on aspire toujours à mieux, mais on est très prudent sur la modélisation de ces dépenses. Voilà, tout ça pour vous dire que Ville d'Avray n'échappe pas à un cadre de contraintes qui est très serré, et que dans le débat d'orientation budgétaire que nous avons eu il y a quelques jours, nous avons donc, on peut passer au slide suivant, je vous remercie, nous avons donc projeté, encore une fois, sur l'espace qui est le nôtre, c'est-à-dire les recettes foncières, puisque la taxe d'habitation a été retirée de la fiscalité de la ville, hein, donc nous n'avons plus que les taxes foncières. Nous avons projeté une hausse de 9,5% des taux de taxes foncières pour couvrir un montant de 570 000 euros, qui est en gros un manque à gagner que nous avons estimé sur l'année qui vient. Alors, je dis tout de suite que, bien sûr, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur, je dis tout de suite qu'on le fait au moment où on en a besoin. Certaines villes, vous l'avez probablement lu dans les journaux, ont fait une augmentation de précaution l'année dernière. On n'a pas jugé bon de le faire à Ville d'Avray parce que nous tenions nos équilibres. Encore une fois, la ville est bien gérée. Il s'avère qu'aujourd'hui, l'effet ciseau est important et les perspectives, je dirais, de coûts de fonctionnement et de pression sur la ville sont importantes. Il ne vous a pas échappé que nous avons une pression collective, à la fois pour le citoyen que nous sommes tous et puis pour la ville sur, par exemple, les dépenses d'énergie. Sachez qu'elles ont augmenté quasiment de 50 000 euros sur le dernier trimestre pour Ville d'Avray, c'est-à-dire le chauffage de la piscine, les bâtiments publics, etc., etc. Et que paradoxalement, autant l'État a pris des mesures pour les citoyens que nous sommes, pour freiner cette hausse, autant les entreprises et les collectivités, elles, ne bénéficient pas de cette mesure de freinage. Et donc, on a eu quasiment 2,5 fois la valeur du début de l'année sur la fin de l'année. Voilà. Je vous donne tout ça pour que vous ayez des éléments de contexte. Hein, et bien sûr, tout est très détaillé sur les analyses budgétaires de la ville, mais pour que vous ayez les éléments de contexte. Alors, tout ça nous amène à revoir donc la taxe foncière, qui aura donc une incidence moyenne de 137 euros par ménage propriétaire sur l'année 2022. Il faut mettre cette augmentation de la taxe foncière en rapport avec la taxe d'habitation qui a été supprimée pour les revenus les plus bas en 2019 et en 2020 et qui va être supprimée en 2021 pour les contribuables de plus haut niveau en termes de revenus et donc avec une incidence moyenne de 556 euros par foyer en ce qui concerne la taxe d'habitation. Donc, vous voyez que nous avons de ce fait une économie importante sur la taxe d'habitation, 1 667 euros d'économie en 3 ans, et que nous allons donc avoir un résultat net entre l'augmentation de la taxe foncière et la baisse de la taxe d'habitation qui restera malgré tout positif au sens de l'économie pour l'ensemble des contribuables et des dagovéraniens. Voilà ce que je voulais vous dire. Là, évidemment, ce n'est pas encore acté puisque le vote du budget aura lieu au mois d'avril. Et voilà un petit peu dans quelle perspective nous nous trouvons et quelles sont les tendances pour la ville. J'espère que j'ai tenu le timing et j'espère que vous m'avez à peu près suivi dans mes explications. Je vous remercie. Merci Thierry. Nous allons aborder maintenant la partie actualité et par 2 points concernant les élections et la situation sanitaire. Donc, je vais laisser la parole d'abord à Florence Boutet. À toi, Florence. Merci, bonsoir à tous. Alors, en effet, l'année 2022 sera une année électorale intense avec les élections présidentielles qui auront lieu les 10 et 24 avril prochains, puis les élections législatives au mois de juin. Pour information, donc vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales si ça n'est pas encore fait jusqu'au 2 mars pour les élections présidentielles. Vous pouvez le faire très simplement à partir du service public, du site internet du service public ou en vous rendant en mairie, à l'accueil de la mairie avec les pièces qui sont demandées pour cela, à savoir une pièce d'identité, un justificatif de domicile et puis un document CERFA. Vous trouvez toutes ces informations-là sur le site internet de la ville et également dans le Ville d'Avray Info de ce mois. Nous tous, nous recevrons de nouvelles cartes électorales entre mars et avril.
Et puis, si vous n'êtes pas là pour vous rendre aux urnes, eh bien, pensez à faire votre procuration directement sur le site internet maprocuration.gouv.fr. Voilà, une seule procuration par personne cette fois, puisque nous ne sommes plus, enfin, les conditions sanitaires n'obligent plus effectivement à prendre chacun 2 procurations. Voilà. Si vous avez Florence, des questions, il n'y a pas évidemment. une nouveauté, Florence a mentionné concernant je dirais, on peut donner une procu à n'importe quel Oui, citoyen. grande nouveauté, en effet. Vous pouvez donner procuration à n'importe quel citoyen, y compris s'il n'habite pas à Ville d'Avray. En revanche, il faudra bien l'informer qu'il devra venir voter pour vous dans votre bureau de vote. Donc, ne donnez pas procuration à votre papa ou à votre grand frère s'ils habitent à Marseille, c'est un petit peu ennuyeux. Mais en tout cas, dans les villes alentours, c'est possible. Voilà, vous pouvez donner procuration à des gens qui habitent Sèvres, à Ville, pour lesquels ce ne sera pas trop contraignant de venir jusqu'à Ville d'Avray voter. Voilà. Merci, Florence. Est-ce que tu as quelque chose à dire concernant le contexte sanitaire? Rien de particulier. Non. Le centre de vaccination de Chaville va adapter ses horaires compte tenu du fait que de moins en moins de lignes sont nécessaires pour la vaccination. Voilà, il reste ouvert pour le moment, a priori jusqu'à la fin des vacances de février. Et puis le préfet verra ensuite quelle est la suite à donner au centre de vaccination. Voilà, je me tiens à votre disposition, bien entendu, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Florence. Je vais passer la parole à Denise Hirsch, en charge de la culture, parce que ça a été dit tout à l'heure, la culture, c'est important, c'est une de nos priorités. C'est quand on parle de revivre, eh bien, je dirais, Denise va vous présenter le programme très dynamique, très novateur, Avenir. À toi, Denise. Donc, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous me voyez à l'écran? On voit, non, Denise, on te voit pas, mais Je sais pas. on Oui. voit le diapo. Ah, bon, bah, écoutez, c'est l'essentiel parce que là, j'avoue que j'ai l'écran qui n'est pas comme d'habitude et je sais pas très bien comment faire. Bon, bah, écoutez, donc j'ai le plaisir de partager avec vous la programmation culturelle d'ici à l'été. Voilà, donc je fais juste un préliminaire pour vous dire que je n'ai pas l'intention de vous parler de l'ensemble de l'offre culturelle de Ville d'Avray, nous avons un tissu associatif qui est très dense et avec une offre culturelle variée et riche. Donc je vais vous présenter donc l'offre culturelle dont la mairie est à l'initiative ou alors qui vous est proposée donc en partenariat avec la mairie. Donc, je vais commencer par la salle de spectacle du Colombier, où nous aurons 2 pièces de théâtre. Donc, l'une au mois de mars, le 25 mars, c'est Alice Guy, Mademoiselle Cinéma. Donc, Alice Guy est quelqu'un dont on parle beaucoup. C'est la première femme à avoir l'idée de réaliser un film de fiction. C'est quelqu'un qui a une vie vertigineuse et passionnante et qui est donc à l'origine du 7e art. C'est une belle pièce, donc vendredi 25 mars. La deuxième pièce que nous vous proposerons est Volpone, qui sera donc c'est la pièce qui devait être programmée en janvier et qu'on a été obligé d'annuler parce qu'un des comédiens a malheureusement eu le Covid. Donc nous vous la proposons le jeudi 7 avril. C'est une pièce famille, c'est un vrai coup de cœur de l'équipe culturelle. Il y a pas moins de 14 comédiens sur scène. C'est vraiment un spectacle. Un beau spectacle et avec beaucoup de moyens. Il y aura également une rencontre littéraire avec le philosophe Raphaël Enthoven, donc qui se déplace à Ville d'Avray, donc à l'occasion de la sortie de son livre Krasnaya. Ce sera mardi le 29 mars, à 20h30 à l'entracte. Et le format sera une interview et Robert Solé, donc un de nos journalistes talentueux, ancien journaliste, a gracieusement accepté d'être l'intervieweur et je ne sais pas s'il est en ligne, mais je tiens à le remercier chaleureusement.
Et puis, nous avons le 1er avril, ça n'est pas un poisson, nous avons le plaisir de vous proposer le concert de musique électrique annuel et qui sera présenté en partenariat avec la SOUM. Et ce sera le groupe Generation, non pas Generation, mais Generation. Donc, c'est un nouveau reggae, un new reggae branché sur les racines rock et hip-hop des deux protagonistes. Une musique généreuse et festive et qui a été peaufinée lors de plus de 250 concerts dans des petites salles et des grands festivals. Donc, vraiment, vous êtes les bienvenus donc, le 1er avril. Ensuite, je continue sur notre deuxième espace culturel qui est l'Entracte. Vous pouvez actuellement encore assister à l'exposition des artistes indépendants de Ville d'Avray, qui vous propose vraiment un panel de nombreux artistes de Ville d'Avray et des environs, et qui est vraiment l'expression de la richesse de la création en art plastique de notre territoire. Donc, tous les jours, permanence de 15h à 19h. En mars, nous avons le plaisir de vous présenter les photographies de Jean-Marc Duroux, qui est un dagoberanien de très très longue date, un spécialiste des peuples du Sahel, des peuples subsahariens, grand voyageur. Et Jean-Marc nous met à notre disposition des photographies qui ont été présentées dans des expositions prestigieuses à Marseille et à Grenoble. Et nous pourrons également admirer sa collection d'objets Touareg. Donc, il y aura beaucoup d'animations. Nous aurons le plaisir pour le vernissage qui a lieu le 9 mars d'accueillir l'ambassadrice du Niger. Il y aura des moments avec les écoles, il y aura des moments avec les seniors et il y aura le 17 mars un moment avec le public, donc où Jean-Marc présentera lui-même son exposition au public. L'exposition de mars sera suivie par l'exposition des peintres Maya Roux, Claire Myriel et Martine Duroux, donc qui ont l'habitude d'exposer. Ce sera du 26 mars au 22 avril. Et ensuite, nous aurons le plaisir d'accueillir la deuxième biennale internationale du carton gravé, qui est organisée par l'association Carton Extrême Carton. La première avait eu un vrai succès puisque il avait été envoyé des œuvres de différents pays. C'est une biennale internationale, y compris de pays asiatiques. Et donc, je pense que connaissant le professionnalisme et le savoir-faire de cette association, on peut espérer une deuxième biennale qui sera encore plus prestigieuse que la première. Et à cette occasion, d'ailleurs, la ville remettra un prix international et un prix à une œuvre d'un artiste français. Je vois qu'on me presse de passer à la suite. Donc, médiathèque Boris Vian. Je tiens donc les moments forts seront 3 ateliers d'écriture en mars, avril et mai, animés par l'auteure dagobéranienne Isabelle Lenouvel, qui est une auteure connue de pièces de théâtre vraiment qui se jouent dans les grandes salles parisiennes et qui est dagobéranienne et qui a récemment écrit un roman. Donc, elle viendra animer ces ateliers d'écriture. Il y aura également des rencontres avec des illustratrices jeunesse. Il y en a une déjà le 7 janvier et il y en aura une avec Claire Cantet le 11 juin. Ensuite, une rencontre autour de la bande dessinée. Et ce sera Vanida qui viendra le 12 mars à 15h, donc parler de sa bande dessinée et également dédicacer des livres à ceux qui souhaiteront en acquérir. Et puis, je vous rappelle, l'heure du conte et des petites histoires, qui est la plupart du temps le mercredi matin et quelquefois le samedi. Donc, pour les petits, les tout petits et les un peu plus, les encore petits, mais un peu plus grands que les tout petits. Voilà, vous pourrez avoir toutes ces informations et celles de l'entracte ainsi que du colombier sur les différents médias de la ville. Alors, je termine par le hors des murs qui est finalement notre autre espace culturel. Donc, nous aurons le plaisir de vous présenter une initiative nouvelle que nous avons intitulée le Carrefour des musiques, et ce seront des concerts qui vous seront offerts grâce au conservatoire et à la SOUM
Zoom et nous espérons accueillir d'autres associations par la suite. Ce seront des intermèdes musicaux et des mini-concerts en plein air les mercredis à 18h. Donc, apportez vos chaises pliantes ou asseyez-vous sur les marches de l'amphithéâtre. Mais ces concerts, donc, nous espérons les pérenniser et au beau jour, ce sera l'occasion, enfin au beau jour pour vous de venir écouter de la musique de façon simple, facile et d'y rencontrer des artistes et vos amis. Je continue par la deuxième édition du Street Art. Donc, il y aura, ça c'est en partenariat avec la Maison pour tous, eh bien, nous avons cette année un parcours dans la ville grâce à 10 street artistes connus qui vont venir à Ville-d'Avray réaliser des œuvres et les enfants réaliseront des œuvres d'après les street artistes. Voilà, je ne vais pas m'étaler, il y aura beaucoup… vos enfants vous en parleront peut-être. Donc, ce sera sur les panneaux du mail. Les panneaux du mail serviront de support à ces toiles que vous pourrez, toiles des enfants et pendant une journée, les toiles des artistes que vous pourrez venir admirer pendant leur réalisation et après leur réalisation. Et puis, je rappelle également, hors des murs, il y aura en septembre une exposition Terre de jeu, Terre de santé. Donc, ce sont des photographies sur les grands moments de l'olympisme et en partenariat avec le journal L'Équipe. Il y aura également l'exposition, il y a toujours l'exposition, le LAIVA, enfin l'exposition actuelle se prolongera jusqu'au 29 mars sur les panneaux du mail. Et puis, pendant la Biennale internationale du carton gravé, eh bien, il y aura sur les panneaux des réalisations donc d'œuvres qui seront proposées dans le cadre de la Biennale internationale du carton gravé. Voilà, je suis à votre disposition. Je crois que c'est fini. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup, Denise. Et maintenant, je vais passer la parole à Antoine Furneaux, qui est en charge de tout ce qui est sport et santé. Et vous avez vu que la culture avait introduit Terre de santé, parce qu'effectivement, si on veut bien vivre à Ville-d'Avray, c'est plusieurs dimensions. La dimension culture, mais aussi la dimension santé, forme. Et donc, je vais laisser la parole à Antoine pour vous parler des actions mises en place dans ce cadre-là. Merci, à toi, Antoine. Merci, Luc. Bonsoir à toutes et à tous. Aline de Marcillac a tout à l'heure rappelé que l'objectif de cette réunion était de faire un point d'étape. Et je vais donc en profiter pour rappeler quelques engagements que nous avions pris dans le cadre de notre campagne, notamment celui de favoriser la santé par l'activité physique. Et quand on parle de santé, on parle d'une santé effectivement bien-être physique, mais bien-être moral également. Et ça nous tient beaucoup à cœur de développer des actions pour parvenir à cet objectif. Et j'ajouterais également que nous sommes très désireux de faire bénéfice de l'activité physique. C'est pourquoi nous avons depuis le début, comme vous le savez, travaillé sur la notion de Ville-d'Avray terre de santé, dont différentes déclinaisons ont déjà pu être mises en place. Je vais les rappeler rapidement et pour ne pas prendre trop de temps, puisqu'on m'a demandé de respecter un délai un format de 2-3 minutes. Donc, en fait, nous avons mené dans l'année 2021 une grande campagne de sensibilisation du public autour des bienfaits d'une bonne hygiène de vie. Tout ça s'est finalisé, conclu au sein de la semaine, le festival Forme et Santé que nous avons mis en place tout début octobre, et notamment une conférence magistrale qui a été réalisée sur les dangers de la sédentarité, qui a été un très, très gros succès. À côté de ça, nous avons mis en place un certain nombre d'initiatives dont je rappelle les principales, les séances de coaching gratuites qui sont là possibles pour tous les dagovéraniens sur le terrain d'évolution. On a 5 séances par semaine qui sont réparties de manière assez homogène avec même des horaires compatibles
pour les travailleurs, entre guillemets, et non pas uniquement pour les gens qui ont cessé leur activité. En effet, nous sommes là, nous déployons sur le terrain d'évolution le samedi matin une séance de coaching gratuite. J'insiste pour dire que ces séances sont ouvertes à tous et on y voit aujourd'hui un mixage des générations qui est très intéressant puisque il nous est arrivé d'avoir au sein d'une même séance des jeunes de 10 ans et d'autres qui avaient plus proche de 75, voire 80 ans. Et tout ça se marie parfaitement bien. C'est un peu l'objectif que nous nous étions fixés. Le troisième point que je voulais aborder, c'est évidemment le sport sur ordonnance, dont nous avons lancé le go lors de notre fameuse conférence sur la sédentarité du mois d'octobre. Et je rappelle que le sport sur ordonnance est une initiative qui permet à toute personne atteinte d'une affection de longue durée ou d'une personne en situation de surpoids de bénéficier de séances de coaching dont les 80% sont prises en charge par la commune de Ville-d'Avray. Il suffit juste d'avoir une ordonnance qui est délivrée par un médecin. C'est une ordonnance qui est normée, donc tous les médecins de Ville-d'Avray sont informés de cette possibilité qui est donnée à nos concitoyens. Parmi les actions que nous avons menées également, je souhaiterais quand même rappeler une initiative qui a été mise en place avec ma collègue Agnès, qui n'intervient pas ce soir, mais qui a eu un rôle majeur dans la sensibilisation des écoliers du primaire sur tout ce qui touche au bien manger, bien s'hydrater, bien bouger. On a lancé donc les 15 minutes d'activité par jour dans les écoles primaires de Ville-d'Avray sur le temps périscolaire, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants arrivent à 13h15 et entre 13h15 et 13h30, ils peuvent pratiquer l'activité physique avec les animateurs de la commune et ça se fait dans une excellente ambiance et ça a démarré il y a environ une quinzaine de jours. Bon, voilà, ce que je peux vous dire également, pour ne pas oublier quand même le grand week-end du 2 et 3 avril, au cours duquel nous aurons la Dago véranienne, mais aussi un certain nombre d'initiatives comme la Grande Marche de Ville-d'Avray, dénommée avec cette appellation sympathique, qui est ouverte à tous et qui va se mettre en place sur le parcours de la Dago Vélo. C'est une boucle de 6 km ouverte à toutes les familles pour sensibiliser aussi sur les bienfaits d'une activité physique régulière. Je souhaite pour tout ça remercier une personne qui a un rôle important à Ville-d'Avray, puisque c'est notre expert santé qui s'appelle Jean-Claude Coubard, qui nous accompagne dans toutes ces actions qui concernent le bien-être par l'activité physique et par la bonne hygiène de vie. Pour terminer, j'ajouterai que la commune a lancé un plan d'investissement important en renforçant l'offre sur les équipements de fitness extérieur, puisque vous pourrez constater sur le terrain d'évolution juste à côté des tennis qu'un certain nombre d'appareils ont été mis en place et ces appareils ne sont pas nécessairement orientés vers une population très sportive, entre guillemets, puisque nous nous adressons vraiment à tout le monde en déployant notamment des appareils destinés aux seniors qui vont pouvoir travailler la proprioception ainsi que les équilibres sur des machines très spécifiques. Et j'en profite et je termine par ça pour vous dire que nous aurons très prochainement une nouvelle offre qui sera mise en place. On travaille actuellement pour mettre en place quelque chose à destination des seniors. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonne soirée. Merci beaucoup, Antoine. Et donc, nous allons passer à la dernière partie de notre intervention. Donc, à votre écoute, en évoquant 2 points. Le point sur les nouvelles permanences en mairie et le point sécurité. Je vais laisser la parole donc à ma collègue Valérie Perrier, parce que ce qui est important, c'est aussi de voir comment gérer. Nous sommes capables, au niveau d'une ville comme Ville-d'Avray, d'être à l'écoute non seulement, mais d'apporter des réponses ou des orientations à certains d'entre nous qui souffrent, quel que soit l'âge. Et donc, je vais te laisser la parole, Valérie, pour faire un point là-dessus.
Merci Luc. Bonsoir à tous. Donc oui, effectivement, deux nouvelles permanences, une avec un juriste et une autre avec une psychologue, ont été mises en place à la mairie depuis le 29 avril 2021. Nous nous appuyons pour cela sur l'association La Maison de la Famille qui est à Sèvres, qui nous assure le recrutement, le suivi et aussi le soutien de ces professionnels. Nous avons fait un bilan sur ces permanences pour 2021 parce qu'effectivement, nous souhaitions vérifier si nous répondions bien à un besoin. Donc, je vais vous en indiquer les grandes lignes. Concernant les permanences juridiques, il y a eu 13 permanences de 3 heures le vendredi après-midi du 30 avril au 10 décembre. Le juriste a reçu 34 personnes différentes, dont 17 femmes et 17 hommes d'âge d'allant de 20 à 80 ans. Les problématiques qui ont pu être évoquées sont le travail, la famille, les successions, le logement, le voisinage, enfin notre quotidien. Et donc voilà. Concernant les permanences psychologiques, elles se sont déroulées également du 29 avril au 9 décembre. Il y en a eu 12 des permanences. Dans un premier temps, elles se déroulaient sur 4 heures les jeudis après-midi. Et à partir du 9 septembre, maintenant, c'est le jeudi entièrement. La psychologue a reçu 15 personnes, 13 femmes et 2 hommes. Les âges aussi variant entre 21 et 84 ans. Les problématiques qui ont été évoquées sont effectivement très psychologiques, le psychotraumatisme, l'isolement, des troubles psychiatriques, des conflits familiaux, des handicaps. Ce qu'on peut dire au vu de ce bilan que l'association de la Maison de la Famille nous a aidé à établir, c'est que la proximité d'accès à la mairie ainsi que la gratuité, ça permet de répondre vraiment aux problématiques des personnes qui n'oseraient pas ou n'auraient pas les moyens d'aller voir un professionnel en libéral. Donc clairement, ça répond vraiment à un besoin. Et donc, nous sommes déjà en train de reconduire ces deux permanences sur 2022, et nous allons ajouter aussi un affichage régulier sur le panneau d'affichage dans la ville pour informer l'ensemble des habitants, parce que nous avons constaté qu'effectivement, tout le monde n'était pas forcément au courant de ces deux permanences. Nous avons aussi également réalisé 2 flyers, un sur les violences faites aux femmes avec les contacts locaux et un autre sur l'ensemble des permanences qui sont disponibles à la mairie. Ces 2 flyers vont être diffusés par courrier aux différents professionnels clés de la ville, à savoir les médecins, les responsables scolaires, les personnes qui sont en contact avec la petite enfance. Ils auront ainsi une réponse à une orientation possible lorsqu'ils voient des personnes en difficulté, avec aussi, surtout, c'est ça qui est important, des contacts locaux. Pour finir aussi, nous allons ajouter la présence d'une demi-journée supplémentaire par mois de la psychologue pour participer à nos actions principalement vers la jeunesse concernant les sujets de société aujourd'hui qui sont assez complexes et qui peuvent être des fois très douloureux comme le harcèlement, les réseaux, l'égalité femmes-hommes. Voilà, donc tout ce qu'on va mettre en place, tout ce qu'on a déjà mis en place et tout ce qu'on va continuer à mettre en place et qui, j'espère, visiblement, aide bien l'ensemble des habitants. Merci Valérie. Donc là, vous avez là toutes les nouvelles permanences donc à venir qui figureront sur le prochain VDR Info et le rappel du numéro. Voilà. Pour terminer, un point sécurité et en fait, je vais vous parler moi du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, donc dans un cadre restreint et dont la prochaine séance aura lieu le 17 mars. Alors, dans quel contexte, je dirais, cela se place? D'abord, rappeler qu'effectivement, c'est la sécurité des biens et des personnes, c'est la priorité numéro 1 du maire. On est vraiment dans une responsabilité régalienne et que c'est, je dirais, le quotidien de se préoccuper de ce point vis-à-vis de nos concitoyens. La deuxième chose à dire, c'est que dans le contexte, malgré
je dirais, des points, je dirais, à traiter. Ville d'Avray reste très protégée sur ce plan-là, sur ce plan de la sécurité, et surtout au regard de ce qui se passe dans l'Île-de-France. Mais pour autant, il nous faut regarder deux points qui doivent nous rendre encore plus vigilants. La dégradation de certains aspects de la sécurité et notamment la poussée des violences intrafamiliales. Ça, c'est un point, je dirais, important et une tendance de fond qui va au-delà de Ville d'Avray, mais qui est perceptible aussi ici dans notre commune. Et puis la deuxième chose, c'est la dimension de la perception, du ressenti que vous avez, que nous avons tous en tant que citoyens, et donc d'y répondre. C'est pour ça que, je dirais, ce CLSPD va être relancé, Covid aidant, sortie de Covid aidant, alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit en fait d'un comité qui va réunir autour du maire et du commissaire de police toutes les parties prenantes concernées, à savoir les responsables de nos écoles élémentaires, de notre collège, les associations représentant les parents d'élèves, les jeunes, la Java, l'USVA, les élus en charge, je dirais, de différentes délégations, tant les affaires scolaires, la jeunesse, sociale, seniors, un représentant de notre opposition que nous inviterons, en l'occurrence Madame Navo-Duchesne, notre garde champêtre et notre policier municipal et bien sûr notre administration. Et l'objet et l'agenda de ce comité, c'est véritablement, premièrement, j'allais dire, de partager un diagnostic autour de chiffres. Hein, et donc là, nous allons pouvoir partager le bilan 2021 à travers toutes ces composantes, je dirais, d'actions relevant de la délinquance, et la comparer non seulement par rapport à 2020, mais 2020 étant une année un peu spécifique avec le Covid, surtout de le regarder en termes de tendance de fond par rapport à 2019, beaucoup plus représentatif. Donc ça, ce sera le premier volet de cet agenda. Le deuxième volet de cet agenda, ce sera de faire un tour de table où chacun exprimera les plans d'action, je dirais, en cours, j'allais dire, ses réussites, ses points revisités, et surtout avec un principe qui est de dire qu'il n'y a pas une solution, je dirais, pour améliorer, je dirais, ce point de la sécurité. Il n'y a non seulement pas une solution, et surtout, c'est bien l'affaire de tous et l'affaire de chacun. Et enfin, nous terminerons par une dernière partie qui sera de regarder au-delà des actions en cours, quelles nouvelles actions pouvons-nous mettre en place, je dirais, pour adresser, je dirais, des points comme je l'évoquais avec vous. Ce type de réunion se fera sur un rythme trimestriel et enfin, sur le plan de la communication, je dirais, nous reviendrons à vous, citoyens, via nos supports et notamment, je dirais, celui du VDA Info, probablement celui du mois de mai parce qu'il y a des aspects de bouclage. Et je ne suis pas sûr que nous pourrons gérer après le 17 mars le faire immédiatement dans l'édition datée du mois d'avril. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire que ce point, on va le partager, je dirais, collectivement et en équipe et avec toutes les parties prenantes, je dirais, pour voir comment améliorer la situation. Et donc, à l'image de ce que nous avons pu faire, par exemple, avec nos jeunes, notamment en nommant nos médiateurs, je dirais, depuis 18 mois. Enfin, je dirais, pour aussi d'ores et déjà rappeler un outil assez pratique qui fonctionne très bien, c'est le dispositif voisin vigilant qui permet aujourd'hui à chacun de s'y inscrire. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 600 familles inscrites. Ça permet non seulement, je dirais, de traiter et surtout d'avertir, de mettre en alerte, de partager des informations. Ça nourrit la solidarité et l'entraide. Et donc là, nous allons vous redonner tous les éléments qui facilitent l'inscription, qui est une inscription très facile, et surtout l'intérêt que ça a, pour tout le monde au quotidien,
pendant les vacances et ou pas, et à la fois pour signaler et mettre, je dirais, permettre aux uns et aux autres de réagir compte tenu de leurs responsabilités. Voilà, nous en avons terminé sur ce que nous voulions ce soir échanger. Bien sûr, on n'est jamais exhaustif, mais ce que je vous propose pour terminer, c'est d'ouvrir, donc avant que Canine de Marcillac fasse une conclusion, de reprendre des questions-réponses que vous avez évoquées. Alors, je vais reprendre une question. Il y a une question de monsieur, ou plutôt une observation de monsieur Paris sur le budget, Thierry, qui dit effectivement, nous sommes très dépendants de la taxe financière, qui nous remercie pour cette présentation. Mais effectivement, confirmation que la taxe foncière, est un point important de notre budget. Est-ce que tu as un commentaire à faire, Thierry? M. Fary connaît bien les finances puisqu'il participe à nos côtés aux travaux. Et effectivement, la taxe financière, c'est le socle aujourd'hui sur lequel repose la fiscalité locale. Et c'est vrai que c'est la seule variable d'ajustement pour les communes compte tenu de la loi sur la taxe d'habitation. Bon, je dirais qu'on espère malgré tout avoir des recettes qui soient à la hauteur de l'ensemble des services que l'on propose. Maintenant, il y a des incontournables, notamment tous les sujets liés à la dotation globale de fonctionnement. Alors, je préciserai quand même que nous avons un atout à Ville d'Avray, hein, c'est notre appartenance à GPSO, qui regroupe les 8 communes que vous connaissez et qui est une clé importante de soutien à la ville, puisque je dirais qu'il y a une péréquation qui nous est très favorable, hein. Les grandes communes de GPSO participent au soutien des petites et moyennes communes que nous sommes et notamment acquittent une partie des taxes importantes, je pense au fonds de péréquation de l'Île-de-France, je pense à un certain nombre de sujets. Donc voilà, ne négligeons pas le fait que, heureusement que nous sommes dans cet établissement public et que nous partageons avec eux un soutien financier et des services qui permettent d'augmenter la proposition de valeur sur une commune comme celle de Ville d'Avray qui ne pourrait pas s'offrir tous ces services toute seule. Voilà. Merci. Une question qui nous est posée sur les réserves foncières, absolument, sur Ville d'Avray. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus à Elisabeth ou Aline? Oui, je peux y répondre. Les réserves foncières, ce sont des réserves qui sont faites dans le cadre du plan local d'urbanisme. Notre plan local d'urbanisme a été voté en 2014 et les réserves foncières qui y figuraient sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont été établies en fonction des besoins et en fonction en particulier des besoins de construction de logements sociaux. Les constructions qui sont faites actuellement sont pour la plupart des constructions sur des parcelles privées. Donc, les réserves foncières ne sont pas concernées, en l'occurrence, je pense, par la demande de ce monsieur. Ok, merci. Une question sur pourquoi l'enquête publique ne concerne pas Sèvres. Est-ce qu'on a… En fait, elle concerne tout le monde, mais l'usage, c'est que l'enquête publique se déroule sur le lieu dans la ville dans laquelle le chantier concerné a lieu. Donc, c'est normal que ce soit Ville d'Avray et après, tout le monde peut répondre de Sèvres et d'ailleurs. Ok, merci. Une question sur comment faire venir des nouveaux praticiens, je dirais, sur la partie médicale demain, j'irai à Ville d'Avray suite à la fin de nos médecins généralistes qui partiront un jour à la retraite. Comment attirer des jeunes, comment attirer des nouveaux médecins?
Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est la raison pour laquelle on travaille avec des médecins de la ville et avec une association de médecins de ville, justement pour voir de quelle manière on peut créer des conditions qui soient attractives pour les médecins. Et ça passe notamment par des loyers qui sont abordables ou par exemple, le fait de pouvoir à terme louer puis ensuite acheter les murs. Mais en tout cas, on n'a pas forcément la réponse, mais il est vraiment important qu'on se pose la question parce que sinon, on a un vrai risque dans 5 ans de plus avoir un seul médecin généraliste sur la ville. Donc, c'est vraiment à prendre très, très au sérieux. Une question sur la culture, sur l'animation de la ville. Denise, est-ce qu'on peut, je dirais, répondre à la question, c'est qu'est-ce qui va se passer pour la fête des étangs cette année? J'ai le micro, Denise? je peux parler? Oui, oui. Oui. Alors, eh bien, écoutez, la bonne nouvelle est qu'il y aura une fête. Nous espérons qu'elle pourra se tenir sur le site des étangs. Voilà, il y a des formalités administratives pour cela. Nous y travaillons avec l'association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Fête des Étangs et qui a repris, qui s'est redynamisée. Donc pour le moment, eh bien, nous en sommes dans la première phase et que la seconde phase va associer eh bien toutes les associations, tous les acteurs qui ont l'habitude de participer à cette fête, ainsi que des nouvelles personnes ou de nouveaux groupes qui souhaitent se joindre. Il y aura un article, il y aura quelque chose dans le journal, dans ce journal-là, quelque chose de très court, parce que nous travaillons vraiment nous sommes en train d'y travailler. Et donc, l'association va faire appel à toutes les bonnes volontés de Ville d'Avray qui veulent, eh bien, se joindre à l'organisation d'une belle fête qui aura lieu le 25 juin, enfin, le week-end du 25 juin. Voilà ce que je peux vous dire. OK. Concernant, alors il y a une question de monsieur ou madame Jean Mireux. Peut-on consulter l'étude? Alors je dirais que, est-ce qu'on peut répondre sur cette question? Oui, je veux bien répondre. Il s'agit de l'étude que nous avions missionnée, pour laquelle nous avions missionné le BRGM, qui était une étude hydrologique et de sous-sol de Ville d'Avray. Cette étude, ce premier rapport d'étude nous a été remis fin novembre dernier et nous nous proposons de la mettre en ligne afin qu'elle soit consultable par tous. Donc, pour l'instant, elle ne l'est pas encore, mais nous pouvons la mettre en ligne assez prochainement. Donc, c'est quelque chose qui sera fait et donc consultable par chacun. Merci, Elisabeth. Merci. Nous avions une observation concernant le problème de du stationnement partie basse à Mulhouse. Une question sur la lutte, je dirais, sur les voitures tampons. Jérôme, tu es avec nous? Oui, en effet, c'est une question à laquelle j'ai répondu directement au monsieur, mais malgré tout, c'est une question qui est intéressante puisque on a eu pendant de très nombreuses années énormément de véhicules tampons pour des raisons dont je vais vous épargner la liste dans la commune. Grâce à une petite évolution administrative et la mise en œuvre d'une politique au travers de notre agent municipal, Laurent Champion, on est devenu véritablement impitoyable. C'est probablement un peu plus d'une vingtaine de voitures qui, le trimestre dernier, ont été enlevées dans la commune. Pratiquement, en général, on en faisait 20 par an, hein, donc là, c'est 20 sur un trimestre, c'était 60 l'année dernière. Ça commence à devenir très efficace. Voilà, alors ça, c'est le premier point, il faut avoir ça à l'esprit. Maintenant, moi, j'engage toute personne qui se trouve dérangée par ce genre de pratique et d'incivisme à nous le signaler en mairie quand même, parce que c'est bien, on voit qu'un stationnement au-delà d'une semaine, ça complique sérieusement la vie quand il n'y a pas beaucoup de place, et de nous le signaler, de nous appeler, de prendre rendez-vous. Il n'y a aucun problème, on se déplace, on regarde comment on peut mettre ça en œuvre. Une petite photo, ça peut servir aussi. Et je vous assure que
c'est impossible de tout éradiquer, mais c'est quand même bien parti pour que on monte encore en puissance sur ce sujet. Merci. Merci Jérôme. Une question de Monsieur Audier à propos des tables de ping-pong. Existent-elles toujours? Est-ce que, Antoine, tu veux répondre? Antoine? Excusez-moi, je peux répondre sur le problème des tables de ping-pong. Oui, elles sont toujours là. On n'a pas prévu de les enlever pour le moment. Elles sont toujours là. Bon. Donc, écoutez, il est 20 heures. Si, bien sûr, l'idée, c'était de partager avec vous ce soir, je dirais, un certain nombre de points. C'est vrai que la réunion était dense, parce qu'il y avait pas mal de sujets, parce que aussi, nous allons avoir, comme vous a expliqué Aline de Marcillac, quand même des contraintes à respecter liées à la période des élections en termes de communication pendant ces 2-3 mois. Donc, il nous semblait important de partager l'ensemble de ces points. Nous essaierons la prochaine fois de faire quelque chose de plus aéré, je dirais, pour effectivement peut-être, je dirais, être plus court et avoir une partie plutôt interactive encore plus importante. Mais nous vous remercions beaucoup et je vais laisser la parole, je dirais, à Aline de Marcillac, je dirais, pour conclure cette réunion d'interaction avec vous. Merci Luc, et je voudrais aussi remercier tous mes collègues qui ont participé à cette réunion. Je pense qu'effectivement, c'est vrai que c'est dense. En même temps, je voudrais que vous puissiez prendre la mesure de l'important travail qui est fourni par les services de la ville et par mes adjoints et conseillers municipaux. Et parce que, en effet, ils ont des délégations qui sont lourdes et il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et on a juste envie que vous le sachiez, que vous puissiez même réagir, donner votre avis, etc. Mais si vous le savez pas, vous pouvez plus difficilement réagir et on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui gagnent à être connues. Je vais pas donner d'exemple en particulier, mais voilà, ça concerne un peu tous les domaines de nos actions. Alors, bien sûr, j'espère que tous ceux qui ont voulu poser des questions écrites les ont posées. Et je voudrais dire à ceux qui ne les ont pas posées ou qui n'en ont pas posé que nous sommes toujours disponibles pour vous rencontrer, pour un échange téléphonique ou un rendez-vous en mairie. Et que donc, surtout, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez même des points de mécontentement et aussi des points de satisfaction, parce que j'avoue que ça fait jamais de mal et ça nous aide nous aussi à avancer. Comment dire, ça nous donne aussi de l'énergie, de nous sentir encouragés. Eh bien, n'hésitez pas et nous prendrons. Ça sera avec plaisir que je vous recevrai ou que mes collègues vous recevront pour pouvoir échanger avec vous. Donc voilà, on va clore cette soirée, mais les échanges continuent et peuvent continuer avec tous les supports qui existent, du courriel, du rendez-vous, du coup de téléphone, de tout ce qui est interactif via nos réseaux sociaux. Je le dis encore une fois, il n'y a rien de mieux qu'un échange direct. Donc voilà, n'hésitez pas à solliciter un rendez-vous avec l'un d'entre nous. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère aussi, pour ceux qui peuvent en prendre quelques congés. Et en tout cas, de bien prendre soin de vous pour que nous puissions tous aborder le printemps avec joie et voilà, et bonheur et en espérant qu'on pourra renouer de plus en plus avec des moments de fête et de convivialité. Voilà, très bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir.